Les parties civiles au procès Papon se disent consternés par la décision de la cour d'assises. Maurice Papon est libre. Il a passé sa première nuit dans un hôtel de luxe. Les 35 heures, le cap est fixé, place maintenant à la négociation. Des associations de défense de familles dans la rue pour protester contre les projets du gouvernement. Un document dans ce journal sur les exécutions capitales en Tchétchénie. De nouvelles médailles pour les judokas français. Et l'histoire étonnante de deux hommes qui s'embarquent demain pour traverser l'Atlantique à la rame. Madame, Monsieur, bonsoir. Maurice Papon va mieux. Il a passé sa première nuit en liberté dans un hôtel 4 étoiles de la région de Bordeaux. Après 2 nuits passées dans une cellule de la maison d'arrêt de Gradignan et une dans l'hôpital de Pessac, l'ancien secrétaire général de la préfecture de la Gironde, poursuivi pour crime contre l'humanité, a donc retrouvé le confort. Une décision de la cour d'assises qui a provoqué la stupeur des parties civiles. À Bordeaux, François Privat et Bernard Bonnard. En homme libre, Maurice Papon sort d'un restaurant où il vient de déjeuner à l'abri des regards en compagnie de ses enfants. Depuis 24 heures, l'ancien ministre occupe une suite dans un hôtel de la région bordelaise. À 2 reprises, il est même venu saluer les journalistes présents devant la propriété. Bonsoir messieurs, je ne vous vois pas aveuglé que vous... On vous voit bien par là. Enfin, je vous salue avec sympathie. Donc vous êtes comment? S'il vous plaît, monsieur Papon. Merci. Vous sentez comment? Oh, je me sens mieux. Maurice Papon, pourtant hospitalisé jeudi soir par l'administration pénitentiaire, paraît effectivement en forme. Protégé en permanence par des policiers, on l'a vu se promener dans le parc de l'hôtel. Je change d'air, comme le personnage d'Édouard Bourdet dans les temps difficiles. Le calme de la campagne pour Maurice Papon, le brouhaha d'un salon du livre pour Michel Sitansky, porte-parole des parties civiles, qui n'a toujours pas accepté la décision de la cour d'assises. On est révolté parce que je pense qu'on a été piégé. On interne un gars, ensuite on estime qu'il est malade, les médecins prouvent qu'il ne l'est pas, lui-même affirme qu'il est très bien. C'est un peu une opérette. Nous sommes les victimes nous sommes les figurants d'une opérette qui a fait faillite. Maurice Papon passe sa 2e nuit dans le Médoc. Ses avocats cherchent actuellement un nouveau lieu de villégiature proche d'un hôpital. Et après Maître Klarsfeld, c'est un autre avocat des parties civiles, Maître Welzer, qui décide de se retirer du procès. Alors pour comprendre cette décision de la cour d'assises de Bordeaux, il faut s'attacher à la personnalité de son président, M. Castagnède, aux subtilités du droit et au principe général qui veut qu'un accusé est présumé innocent et que la détention doit être l'exception. Thierry Curté et Patrick Deschmecker. Rigoureux et indépendant, ce sont les 2 mots qui reviennent le plus pour qualifier la personnalité du président Jean-Louis Castagnède. Indépendant, il l'a montré par 2 fois déjà. La première, lorsqu'il renvoie Maurice Papon en prison pour se donner 24 heures de réflexion, les 2 médecins consultés conseillaient, eux, une détention à l'hôpital. La deuxième fois, c'est sa décision de remise en liberté, alors qu'on s'attendait, ce jour-là, à ce que l'ancien ministre aille cette fois-ci dans un service de cardiologie. Son indépendance, il l'affirmera également dans les motivations de cette dernière décision. Certes, il note que Maurice Papon est âgé, qu'il est malade et que son procès sera long. Mais son premier argument reste le droit. La liberté est la règle, la détention l'exception. En contradiction complète avec l'habitude judiciaire qui veut qu'un accusé comparaisse prisonnier avant son procès en assises. De nombreux avocats ont mené le combat contre cet archaïsme judiciaire, y compris ici à Bordeaux, des avocats qui défendent aujourd'hui parties civiles et victimes. Ce qu'elles n'admettent pas, ce n'est pas le principe de mise en liberté en général. Ce qu'elles n'admettent pas, c'est qu'on applique dans toute sa rigueur ce principe pour la première fois en cour d'assises pour M. Papon. Et si Maurice Papon pourra rester libre, quelle que soit l'issue du verdict, c'est toujours à cause de ces règles judiciaires. Elles empêchent une cour d'assises d'emprisonner un condamné qui comparaît libre. Alors que pour des faits moins graves, un tribunal correctionnel, lui, peut emprisonner immédiatement. Et après Jacques Chirac et Lionel Jospin, après l'Église catholique de France et un syndicat de policiers, c'est au tour de l'ordre des médecins de se repentir de son attitude pendant la guerre, un ordre créé par Vichy et qui avait exclu de ses rangs tous les médecins juifs. Les 35 heures, le cap a été fixé par Lionel Jospin. Ce sera, on le sait, pour l'an 2000. Olivier Sioux et Gabriel Camillat ont voulu voir ce matin comment un patron de PME et ses employés réagissaient à cette annonce. Ils se sont rendus dans un garage automobile de Rennes qui emploie 17 salariés.
client qui l'achète en a pour son argent. Les 35 heures, Noël Desjouet est pour, même sans réduction de salaire. Dans son garage des faubourgs de Rennes, il emploie 17 personnes. Il est prêt à en embaucher 3 autres, mais à une condition qui n'a rien d'une nuance, que l'on baisse les charges qui pèsent sur son entreprise. Et pour cela, il a fait ses comptes. Mon entreprise donne environ 1,9 million à 2 millions de salaires par an. Et en gros, en taxes, 1,6 million environ. Je trouve que c'est disproportionné par rapport au salaire. Si l'État dépense moins ou dépense mieux, mon entreprise est capable d'embaucher demain matin 3 personnes. Si on me fait signer un pacte avec l'État, je signe demain matin 3 à 4 emplois. Le samedi, le garage de Noël Desjouet tourne au ralenti, faute de personnel. Les 35 heures lui permettraient donc de jouer sur l'organisation du temps de travail. Dans ces conditions, les employés eux-mêmes n'y voient que des avantages, quitte à lâcher du lest sur les horaires. Samedi, on ferme à 19 h. Donc nous, ça nous permettrait d'ouvrir jusqu'à 23 h, 24 h. Le dimanche également, au lieu d'ouvrir à 9 h, on pourrait ouvrir dès 7 h ou éventuellement 6 h les grands week-ends et de fermer qu'à 24 h ou même éventuellement plus tard. Les projets du gouvernement prévoient des aides pour les entreprises qui baisseront la durée du travail en augmentant leurs effectifs. Mais par principe, Noël Desjouet, lui, n'aime pas les aides à l'emploi. Je suis globalement contre les aides. Baissons les charges, baissons les impôts, baissons les charges globalement des entreprises. Et les PME, croyez-moi, au nom de toutes les entreprises des PME, je pense qu'on est tous prêts à créer de l'emploi. Noël Desjouet a du pétrole et au moins une idée. La France et ses entreprises ont en ce moment une occasion unique de créer des emplois, à condition que tout le monde y mette du sien. Alors en attendant l'échéance de l'an 2000 et l'application des 35 heures pour toutes les entreprises de plus de 10 salariés, beaucoup de choses peuvent donc se passer. Lionel Jospin l'a dit hier, son objectif est de laisser toute la place à la négociation. Le calendrier de ces 2 années à venir avec Pascal Golomer. Dès la fin de l'année, le gouvernement déposera au Parlement un projet de loi fixant seulement un objectif, les 35 heures pour le 1er janvier 2000, définissant aussi l'aide que l'État est prêt à apporter pour parvenir à l'objectif. À partir de 1998, il versera en effet 9 000 francs par salarié à toute entreprise qui négociera une baisse de 10% du temps de travail, à condition qu'elle augmente d'au moins 6% ses effectifs. Ce dispositif sera moins avantageux que l'actuelle loi Robien, qui disparaît, mais il prévoit un bonus de 4 000 francs par salarié si l'entreprise va jusqu'aux 32 heures par exemple. Au cours du second semestre 1999, le gouvernement fera avec les partenaires sociaux un bilan des négociations en cours et de la situation économique. Il déposera ensuite un nouveau projet de loi pour abaisser alors officiellement la durée du travail et définir les nouvelles règles en matière d'heures supplémentaires et de temps partiel. Jusqu'à cette date, rien n'est fixé, beaucoup de choses restent à négocier. Et au chapitre des réactions politiques, notez ce commentaire de Nicolas Sarkozy, le porte-parole du RPR, pour qui la réduction autoritaire du temps de travail se paiera par une baisse des salaires et une augmentation du nombre des chômeurs. Et puis dans une interview au journal du dimanche à paraître demain, Martine Aubry, le ministre de l'Emploi, affirme que personne ne souhaite faire les 35 heures contre les entreprises. Un message destiné bien sûr au CNPF qui hier se disait berné. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont répondu à Paris et en province à l'appel des associations familiales catholiques et de familles de France pour protester contre les mesures gouvernementales sur la famille. Il s'agissait pour les manifestants et malgré la pluie de s'opposer à l'instauration d'un plafond de ressources pour les allocations familiales et à la réduction des aides aux emplois familiaux. Reportage à Paris de Laurent Bailly et Guillaume Fautra. Ambiance patronage donc, avec en vedette le grand méchant loup, c'est le gouvernement, et le petit chaperon rouge, ce sont bien sûr les familles. Des familles venues protester contre la mise sous conditions de ressources des allocations familiales, à l'appel de 3 organisations plutôt traditionnalistes, les Familles de France, les Familles catholiques et la CFTC. Près de 30 000 manifestants ont ainsi bravé la pluie à Paris pour exprimer leur indignation, toutes générations confondues. Très résolu, parce que l'avenir sont les enfants. Les enfants vont payer nos retraites. Mais grâce aux enfants, on peut consommer. Mais si on n'a plus d'alloc, on ne pourra plus consommer. Je manifeste pour soutenir mes parents, pour les allocations familiales, pour qu'ils en aient plus. Et voilà. Il y a un pacte républicain qui veut que la sécurité sociale soit pour tous. Et on est en train de rompre ce pacte républicain. Aujourd'hui sur les allocs, demain sur l'assurance maladie, après-demain sur les retraites. La manifestation se voulait apolitique. Plusieurs élus de l'opposition, ici Philippe de Villiers,
y ont tout de même participé, la plupart à titre personnel. Cependant, 200 militants du Front National, en embuscade, se sont greffés sur le cortège, arborant bien haut leurs emblèmes. Nous sommes la vraie opposition aux socialistes, c'est évident, pour la simple et bonne raison, c'est que sur la question de la famille, la politique antifamiliale avait été commencée par M. Juppé. Et M. Jospin ne fait que poursuivre cette pente dramatique. C'est une honte, c'est une récupération politique, c'est honteux. Et ça fait froid dans le dos, les avoir dans le dos, nous on est en fin de cortège, on les a derrière. L'arrivée en musique place de la Bastille s'est déroulée sans incident. Puis les manifestants se sont félicités de leur nombre. Et pendant 1 heure, les slogans ont continué de fuser contre le ministre du Travail. Les familles sont dans la rue. Leur devoir accompli, les petits chaperons rouges sont tranquillement rentrés à la maison. À Vitrolles, alors que les partisans de l'association du café Musique Le Sous-Marin manifestaient pour conserver leurs locaux, la municipalité Front National leur intimait l'ordre de les quitter avant mardi prochain. Alban Mikosi et Denis Pardano. À quelques mètres de la mairie de Vitrolles, les amis du café musical Le Sous-Marin ont réussi cet après-midi leur mobilisation. 1 millier de personnes, des visages connus et beaucoup de jeunes anonymes venus exprimer leur opposition aux décisions de la mairie. C'est important pour la liberté de Vitrolles, notre liberté aussi, parce que si hier on a brûlé les livres, on nous interdisait de choisir ce qu'on voulait lire. Aujourd'hui on nous interdit d'écouter ce qu'on a envie d'écouter. C'est important. Ils sont en train de faire de Vitrolles une ville morte. Les seuls gens qui viennent sur Vitrolles, c'est pour le centre commercial et le sous-marin, c'est tout. Sinon, ils ne viennent pas à Vitrolles, il n'y a rien à y faire. Si vous faites un petit peu le tour de la ville, vous apercevrez qu'il n'y a que des cités, que des bâtiments comme ça qui sont morts. Au milieu de la foule, des représentants de tous les partis de gauche, mais aussi des artistes qui évoquent Vitrolles comme un laboratoire des thèses du Front National. La fermeture d'établissements culturels, les mesures d'intimidation de toutes sortes, que personne ne s'y trompe. Ça n'est pas une péripétie du midi de la France, c'est un programme politique planifié, déterminé, qui s'appliquera partout si nous n'y mettons pas bon ordre. Hein. Voilà, des Vitrolles, il y en a partout qui menacent. Ce qui s'est passé ces derniers jours à Vitrolles est extrêmement préoccupant. Ça fait suite à d'autres choses, mais là vraiment ça prend des proportions tellement énormes que ça serait manquer à son devoir de citoyen de ne pas être là. Au même moment, Hubert Fayard, le premier adjoint de Catherine Maigret, a confirmé la volonté municipale de récupérer les locaux du sous-marin au plus tard mardi matin. La nouvelle a fait rapidement le tour de la place. Chacun est conscient ici que le dossier du sous-marin n'a pas fini de remonter à la surface. Et dans l'enquête sur l'assassinat de Yann Pia, le chauffeur de la députée qui la conduisait le soir du meurtre qualifie d'extravagantes les révélations d'André Rougelot et Jean-Michel Verne sur la présence d'une seconde équipe de tueurs au Mont des Oiseaux. À Paris, le bloc opératoire de la clinique du sport est fermé et toutes les interventions sont suspendues pour 8 jours, le temps de mettre le bloc en conformité avec les procédures de stérilisation en vigueur. Une fermeture qui intervient après une enquête inquiétante de la DAS. Thibaut Barbérac et Frédéric Delarue. Les patients de la clinique du sport à Paris sont inquiets. Au début du mois de septembre, on apprenait qu'une dizaine de personnes opérées ici avant 1993 étaient atteintes d'une sorte de tuberculose osseuse. À l'origine de cette maladie, une bactérie, le Xénopie, qui a pu se propager à cause d'un mauvais filtrage de l'eau au bloc opératoire. La direction de la clinique a donc changé le système de filtration en 1993. Il n'y aurait donc plus de soucis à se faire. Pourtant, ce matin, le bloc opératoire est de nouveau fermé. Nous interrompons momentanément certaines activités pour compléter un contrôle exceptionnel qui a été initié il y a déjà 4 semaines lorsque la presse a médiatisé donc cette infection à mycobactérie Xénopie. Faux, répond le ministère de la Santé. Le contrôle est d'ores et déjà terminé et il a révélé de nouvelles anomalies dans les procédures de stérilisation et de désinfection des instruments chirurgicaux. Les malades sont de nouveau inquiets. Moi je pose une question et je la pose solennellement à Bernard Kouchner, notre ministre. Est-ce que, oui ou non, les gens qui se sont fait opérer à la clinique du sport après 1993 et jusqu'à hier prenaient un risque? Et si oui, lequel? Pour le moment, le ministère de la Santé a mis en place un groupe d'experts chargé d'évaluer les risques encourus. S'il apparaissait un cas bien démontré, avec la preuve bactériologique, avec les lésions, etc., on mettrait en place le processus de contrôle des autres patients. Pas question donc pour l'instant de rappeler tous les patients pour un contrôle. Ils sont 10 000 par an à passer dans le bloc opératoire de la clinique du sport, un bloc qui restera fermé 8 jours, le temps pour la direction de le remettre aux normes.
Une petite frayeur ce matin pour les 620 passagers du TGV 644 Lyon-Paris. Leur rame s'est immobilisée en rase campagne près d'Épinac en Saône-et-Loire. Et après qu'un incendie se soit déclenché dans la motrice, rien de grave heureusement, tous les passagers ont pu être évacués dans une rame de secours. Et puis l'accident d'hélicoptère qui s'est produit entre Nice et Monaco hier soir a fait 2 morts et 9 blessés. Toutes les victimes sont de nationalité norvégienne. Selon un témoin, l'appareil s'est retourné comme une crêpe avant de tomber dans la mer alors qu'il approchait de la principauté. Et puis sachez enfin qu'un DC-9 argentin s'est écrasé en Uruguay avec 74 personnes à bord. Il n'y aurait pas de survivants. L'hommage posthume au Che à Cuba. Depuis ce matin, des milliers de personnes convergent vers la place de la Révolution à La Havane où reposent les restes de Che Guevara et de ses compagnons de lutte. Thierry Tuillier, Jean-François Renoux sont nos envoyés spéciaux à La Havane. C'est l'hommage du peuple au Che. Jeunes, vieux, ils sont venus aussi nombreux que disciplinés. Pour une grand-messe, comme les affectionne le régime. Je vais attendre tout le temps qu'il faut. Il y a un bon kilomètre de file d'attente devant l'imposant mémorial José Marti, le Panthéon cubain. Il faut entrer dans la tour en forme d'étoile pour l'apercevoir. Le cercueil du Che est là, au fond de la salle, gardé par 2 militaires. À ses côtés, ses compagnons tombés en Bolivie. Les consignes sont strictes. Les Cubains ne peuvent faire que passer car tout le monde doit pouvoir se recueillir. C'est pas ma famille, mais c'est comme ma famille. Ils appartiennent au peuple de Cuba et on les aime beaucoup. Pour moi, l'émotion est si grande que je ne trouve pas de mots pour l'exprimer. Je suis jeune et je suis né avec cette révolution. J'ai été formé selon les idéaux du Che. C'est tout un pays qui est appelé à défiler devant le cercueil du Che pour un dernier hommage. Et pour mieux s'assurer du succès populaire, les autorités cubaines ont décrété lundi jour férié. Nous vous proposons maintenant un document, alors que vient de se terminer le sommet du Conseil de l'Europe à Strasbourg, un sommet dont Boris Eltsine a été la vedette. Il faut savoir que les exécutions capitales se poursuivent en Tchétchénie. On y applique la charia, la loi islamique, la peine de mort est pourtant interdite par le Conseil de l'Europe et la Tchétchénie fait toujours partie de la Fédération de Russie. Gilles Rabin, Éric Mézy. C'était le 18 septembre dernier. 3000 personnes étaient venues assister sur la place centrale de Grozny à une exécution publique, la deuxième depuis la fin de la guerre en Tchétchénie. Le procureur du tribunal de la charia lit la sentence de condamnation à mort. Les condamnés, 24 et 26 ans, sont autorisés à prier une dernière fois. À l'écart, les exécuteurs publics, masqués, attendent. Les condamnés sont menottés au poteau d'exécution. Le peloton se met en place, les 2 exécuteurs publics masqués et à visage découvert, 3 parents de la famille assassinés par les condamnés. Nous ne vous montrerons pas l'exécution elle-même. Un genou à terre, la foule invoque le nom d'Allah le Tout-Puissant et sur un dernier Allahu Akbar, la rafale mortelle part. « 15 jours avant, une femme et son amant, condamnés pour le meurtre collectif d'un mari, avaient été passés par les armes. Prison de Grozny, quartier des femmes, l'épouse du mari assassiné, c'est elle. Moi aussi, je suis condamnée à mort. Je n'ai pas été exécutée parce que j'étais enceinte. Vous étiez enceinte? Je le suis toujours, dit-elle. Vous attendez un bébé? Le père, c'est votre mari? C'est mon mari. Elle sera exécutée après l'accouchement, bien qu'elle n'ait jamais rien avoué du meurtre de son mari. Vous avez un avocat? Et pourquoi elle n'en aurait pas un, répond hors caméra le gardien. Elle a eu droit à une vraie défense. Hors caméra toujours, on s'inquiète de ses conditions de détention. Et c'est encore le gardien qui répond à sa place. Elle a un régime spécial, dit-il, promenade 3 fois par jour et nourriture plus riche. Le gardien ajoute, pour les femmes enceintes, c'était déjà comme ça, sous Beria et Staline.
et ça se passe aujourd'hui en Tchétchénie. Des nouveaux massacres en Algérie. Selon la presse, 9 membres d'une même famille ont été exécutés dans un village au sud d'Alger. Une bombe a également explosé dans une mosquée du quartier de Bouzaret qui a fait 6 morts et une quarantaine de blessés, dont 27 qui seraient dans un état grave. 4 personnes, dont plusieurs gardes civils, ont été blessées cet après-midi dans l'explosion d'une voiture piégée à San Sébastien, au Pays Basque espagnol. L'explosion s'est produite au passage d'une patrouille de la garde civile. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais il est bien sûr attribué par les autorités aux terroristes de l'ETA. Cet attentat s'est produit juste à côté du circuit où se déroulaient les championnats du monde de cyclisme sur route, une épreuve remportée chez les femmes par l'italienne Alessandra Capellotto. La française Catherine Marsal est 3e, mais Jeanine Longo, elle, a fini loin derrière. Le championnat du monde de judo à Bercy, la moisson de médailles continue pour les Français avec ce soir encore de l'argent et de l'or. Yann Lavoie et André Germain. Rien ne pouvait détourner son regard du seul objectif qu'elle s'était fixé, devenir championne du monde à Paris. Le combat face à la Coréenne Kai est d'une terrible intensité. Kai prend l'avantage et à 30 secondes de la fin du match, Marie-Claire Restou voit la médaille d'or lui échapper. Que faire? Je me suis dit, bon, de toute façon, il faut que je la fasse tomber. Il n'y a pas 36 000 solutions, il faut que je mette un pion ou quelque chose et là, on y va. C'est si simple à dire, mais d'où lui vient alors cette énergie dans les derniers instants, après une journée et 5 combats acharnés pour gagner cette finale? Sur le coup, elle n'entend même pas l'arbitre la déclarer vainqueur. Et comme à Atlanta, c'est en famille que Marie-Claire fête ce nouveau succès. C'est aussi dans ces instants d'euphorie que l'Arbi Ben Boudaoud s'apprête à entrer sur le tatami pour le plus grand moment de sa carrière. Sa présence en finale face au Coréen Kim est la bonne surprise du jour. Hélas pour le Français, Kim est un homme très fort. Le 3e finaliste, Christophe Gagliano, a fait une journée exceptionnelle. Il a mené ses 5 combats de main de maître, la preuve. 3e à Atlanta, il avait cette fois l'intention et l'occasion d'être le meilleur du monde. Hélas, comme Ben Boudaoud, Gagliano tombe en finale sur un os, le champion olympique japonais Nakamura. La médaille d'argent ne le consolera pas. Il y avait 4 Français en lice aujourd'hui. Les 4 ont remporté une médaille, une en or, 2 d'argent, une de bronze. Exceptionnellement, la météo n'était pas fameuse cet après-midi au Havre pour le départ de la Transat en double, Le Havre-Carthagène, en Colombie. 18 bateaux, dont 10 monocoques, étaient au départ de cette course qui devrait durer entre 15 et 20 jours, avec un premier dématage, celui de l'équipage Dumont de Namiel, Alexandre Cara et Pierre Le Petit. Inutile de souhaiter bon vent à cette Transat-là, il est clair que pour l'heure, elle n'en manque pas. On peut même ajouter qu'au Havre, cet après-midi, la houle des grands jours avait fait le déplacement. Chez les multicoques, le premier au départ, c'est Paul Vatine. Vatine déjà 2 fois vainqueur de l'épreuve, et bien sûr, à force, ça fait des jaloux. C'est vrai que ça doit quelque part les irriter un peu que j'ai gagné 2 fois. Donc je crois qu'ils vont mettre tout le paquet pour me battre cette 3e édition. Mais je crois que je suis bien armé par rapport à eux. L'objectif, c'est Carthagène, en Colombie. La route est un peu plus longue pour les multicoques qui devront passer sous une grosse bouée appelée la Barbade. Côté monocoque, pas de surprise, c'est bien Yves Parlier qui a pris le large le premier. Allons croire, c'est pas de sa faute, mais celle du bateau. On a un bateau très rapide, mais maintenant il faut montrer que les solutions de technologie qu'on a retenues sont fiables et sont capables d'aller jusqu'au bout et de gagner. En vérité, l'arme secrète de Parlier, c'est Éric Tabarly, et un équipier comme ça vaut bien toute la technologie du monde. Mais attention, gagner le départ, ce n'est pas gagner la course. D'ici là, il y a tout de même un océan. Le Canadien Jacques Villeneuve partira en pole position du Grand Prix du Japon de Formule 1. Il aura à ses côtés son grand rival dans la course au titre, l'Allemand Schumacher. Mais le titre pourrait bien se jouer sur tapis vert. Jacques Villeneuve a commis une nouvelle erreur lors des essais libres et il est sous le coup d'une menace d'exclusion de la course, une sanction dont son écurie a fait appel. C'est ce qu'on appelle une rencontre à haut risque. Italie-Angleterre, ce soir à Rome, les 2 équipes jouent leur place pour la Coupe du Monde de football. Les supporters sont survoltés et les policiers mobilisés. À Rome, Isabelle Stess et Maryse Richard. Des supporters anglais sous haute surveillance de la police italienne. Nous sommes fiers d'être anglais, un slogan en forme de défi aux supporters italiens.
Angleterre-Italie, un match au sommet qui assurément n'a rien d'amical car c'est la qualification pour la Coupe du Monde qui se joue ce soir au Stade Olympique de Rome. Dans cette ambiance survoltée, Anglais et Italiens sont soigneusement tenus à l'écart. 2-1 pour l'Angleterre. Les supporters anglais ont mauvaise réputation et on en attend 10 000 à Rome. Alors, pour ce match à haut risque, Scotland Yard a ouvert ses fichiers à la police italienne. Ainsi, 2000 sont considérés comme hooligans, dont 70 fichés comme extrêmement dangereux. La police ne les lâchera pas des yeux. Le stade olympique est quadrillé au sol, dans les airs. 6000 policiers mobilisés qui empêchent toute possibilité de contact entre supporters de chaque équipe. Les fouilles sont minutieuses et l'alcool est interdit à la vente autour du stade, dans les gares, les aéroports. Mais dans cette ambiance tendue, beaucoup sont venus pour le sport. Je suis venue accompagner mon neveu, on a fait un beau voyage. On est venu d'Angleterre. Mais on est des supporters italiens. C'est surtout l'après-match que l'on redoute maintenant ici au Stade Olympique de Rome, car quel que soit le résultat, ce sera une catastrophe pour l'une des deux équipes. On redoute donc des débordements, d'autant qu'hier soir, 50 supporters anglais ont été arrêtés pour ivresse et violence à l'égard de forces de l'ordre et civils italiens. Et je vous rappelle qu'en rugby, pour la dernière journée de la Coupe d'Europe, le Stade Toulousain a battu les Irlandais de Leinster, 38-19, un match que vous avez pu suivre cet après-midi sur France 2. La science en fête, tout le week-end, les scientifiques ouvrent leur laboratoire, l'occasion de rencontres parfois étonnantes, comme à l'Observatoire de Paris où se sont rendus Patrice Pellet et Pierre Moscovici. L'Observatoire de Paris, un coin de paradis, une vue imprenable, et sur le toit exceptionnellement ouvert, une file d'attente impressionnante malgré le mauvais temps. Passionnés par notre univers, tous veulent voir la lunette construite en 1854, un endroit qui les fait rêver. C'est la machine à remonter le temps, les films hollywoodiens quoi, que j'ai vu quand j'étais petit, là. Je suis plongé dedans. L'ouverture est suffisamment grande. On leur a tout expliqué, le mouvement des planètes, leur taille, leur distance par rapport au Soleil. Il était temps, parce que la seule certitude, pour certains, c'est que... Je sais qu'on est sur Terre, mais... On nous parle beaucoup du Big Bang, parce que ça, c'est le côté fascinant, le début de l'univers, donc les gens sont passionnés par ça. On nous parle de temps en temps de civilisations extraterrestres, il y a des étoiles, on sait qu'il y a des planètes autour de ces étoiles, donc les gens sont aussi fascinés par ça. L'autre thème présenté à l'Observatoire de Paris, c'est l'exposition sur la sonde Cassini-Huygens qui partira lundi de Cap Canaveral. Un voyage fantastique qui durera 7 ans avant que la sonde de l'Agence spatiale européenne atterrisse sur Titan, le satellite de Jupiter. La science en fait, jusqu'à demain, l'occasion de sortir de la dimension terrestre, et pour cela, il suffit de lever les yeux vers le ciel. Ils seront 62 demain à Tenerife à prendre le départ de la première transat à la rame. 2 par bateau et parmi eux Joe Le Guen qui a déjà traversé l'Atlantique en solitaire en 95 et qui s'est associé pour l'occasion à Pascal Blond, un ancien tôlard qui vient de passer 14 années en prison. Le reportage de Mathieu Huchet et Philippe Ray. Je m'appelle Pascal Blond. J'ai 34 ans, je viens de faire 14 ans de prison pour des bagarres qu'on mal fini où j'ai tué 2 personnes. Quoi. Eh bien, je vais faire traverser l'Atlantique à la rame avec Joseph Le Guen. Joseph dit Joe, une autre force de la nature. En 95, il a déjà traversé l'Atlantique à la rame, seul. Joe et Pascal, 2 hommes sur un bateau. Le bateau, lui aussi sort de tôle. C'est derrière ces grilles à la prison de Moulins que la barque a été construite par les co-détenus de Pascal. Des mains, pas de visage. Ici, les prisonniers sont classés DPS, détenus particulièrement surveillés. Des hommes au casier chargé, la prison leur a fait confiance. On leur a fait voir finalement qu'on pouvait construire quelque chose de nos mains, faire quelque chose, être utile à un projet, et avec des intéressements surtout, quoi. Chez eux, il y a eu effectivement une prise de conscience, dire effectivement ces mecs-là, c'est pas des types à garder avec les fusils 24 heures sur 24. On peut effectivement leur faire une confiance puisqu'on avait des outils en permanence, on avait des produits, on aurait pu incendier Moulins, vous voyez.
Moi, je sais une chose, moi, au fond de moi, c'est qu'il y a une légitimité dans ce projet de la part des détenus, pour qui, en fait, une traversée à la rame, c'est du labeur, et ils font un parallèle entre la détention qu'ils vivent et la traversée, ramer 10 heures par jour, un mec seul sur un petit bateau dans un océan. Donc, ça, ils comprennent. Non, ils comprennent et ils disent, c'est pareil pour nous. En fait, vous voyez, ils pensent que le rameur est confronté au même problème qu'eux. Avant de plonger dans la liberté, Pascal doit d'abord traverser l'Atlantique. La rédemption par l'effort. Dépression de 980 par... À la veille du départ, nos deux gros bras ont pris quelques kilos, du lestage, en prévision des jours difficiles. Retiens la remorque, Ronan! Retiens la remorque! Des gueules de force involontaires avant de se mesurer à l'océan. Dans cette affaire, tout est à 50-50. C'est-à-dire que lui, pour monter pour son projet, il lui fallait un détenu qui tienne la route. Et moi, pour sortir de prison, j'avais pas besoin de lui, mais si je voulais sortir par la grande porte, c'était une opportunité géniale. Je vais voir des choses nouvelles et je vais surtout les voir sous un angle différent. À partir de ce moment-là, eh bien, je vais dire que j'aurai des espérances que je n'avais plus. Je veux dire que j'aurai de nouveau des petites espèces de petits voyants qui vont s'allumer dans la tête en me disant tiens, ça c'est maintenant, c'est possible ça. Pascal, c'est un physique, c'est aussi un comportement face à la détention. Il est debout après 14 ans de prison, rentré avec niveau certificat d'études, sorti avec le bac, brevet d'état d'éducateur sportif, une grosse pêche. Un mec super. Pascal m'attendrit. De l'attendrissement, mais d'abord du respect mutuel entre ces deux quintaux attachés l'un à l'autre. 60 jours durant, 6000 km, ils rameront chacun leur tour, par quart de 2 heures, se parleront peu. La rame a prévenu Joe Le Guen, c'est un labeur, un travail pénible. Sur le banc de nage, comme en prison, le romantisme n'a pas sa place. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo de Nathalie Riouet avec un record de chaleur à Perpignan. Il a fait près de 29 degrés cet après-midi. Le dernier journal, ce sera Florence Duprat vers minuit 50. Demain, dans Théo Café, Catherine Sellac sera à Lille. Et puis, à midi, dans Polémique, Michel Cotta recevra François Hollande pour le PS et Gilles de Robien pour la loi qui porte son nom. Je vous retrouverai à 13 h et je vous souhaite une bonne soirée sur France 2.